J'ai versé du poison dans le café de ma belle-mère ce matin-là. Un poison lent qui rongerait ses entrailles comme elle rongeait les miennes depuis des années. Elle l'a siroté en me fusillant du regard, accusant encore une fois mon manque d'utilité dans cette maison qu'elle prétendait tienne. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sans mes 5 000 € mensuels, injectés discrètement dans le compte familial, cette maison, cette vie qu'elle chérissait tant, se serait effondrée comme un château de cartes il y a belle lurette. Paris, cette ville de lumière factice et d'ombre vorace, m'avait vu naître et me briser. 2 fois. J'étais revenu ici après l'avoir fui, marié à un homme qui m'aimait autant qu'il craignait sa mère. Et maintenant, alors que le soleil se levait sur la Seine, je sentais le poids de ma revanche se poser sur mes épaules, doux comme une caresse mortelle. Les rues de Montmartre bruissaient d'un automne précoce. Ce genre d'automne parisien où les feuilles rougissent avant même que les cœurs ne saignent. J'avais 32 ans, et ma vie ressemblait à ces ruelles étroites, sinueuses, imprévisibles, et toujours prête à vous piéger dans une impasse. Mon nom est Élise Duval, mais dans la bouche de ma belle-mère, il sonnait comme une insulte, Élise la paresseuse. Élise l'inutile. Elle, c'était Marguerite Laurent, veuve depuis une décennie, gardienne farouche de la maison familiale du 17e arrondissement. Un hôtel particulier hérité de son mari banquier, qui avait su transformer l'or en dettes invisibles. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, quand j'avais épousé son fils unique, Thomas. Il était architecte, doux comme un croquis à peine ébauché, et il m'aimait avec cette ferveur timide des hommes qui ont grandi sous le joug d'une mère possessive. Notre mariage avait été une petite cérémonie civile à la mairie du 8e, suivie d'un dîner chez l'ami Louis, où Marguerite avait déjà posé sa marque. Elle avait choisi le menu, les vins, et même la place de chacun à table. Pour que tout soit parfait, avait-elle dit, ses yeux verts perçant les miens comme des aiguilles. Parfait pour qui? Je l'ignorais encore. Au début, j'avais essayé. Vraiment. Je rangeais la cuisine après les dîners qu'elle imposait chaque dimanche. Je repassais les chemises de Thomas qu'elle inspectait comme un sergent. Mais Marguerite voulait plus. Elle voulait que je devienne elle. Une ménagère exemplaire. Une ombre dévouée à la gloire de son fils. Les femmes comme toi, Élise, celles qui travaillent dans ces galeries d'art prétentieuses, finissent seules avec leurs toiles poussiéreuses. Me lançait-elle, un sourire acide aux lèvres. Elle ignorait, ou feignait d'ignorer, que ma prétentieuse galerie rapportait plus en un mois que ce que Thomas gagnait en un an. Et surtout, elle n'avait aucune idée des 5 000 € que je versais anonymement sur le compte bancaire familial, pour couvrir les factures qu'elle accumulait comme des trophées de sa propre incompétence financière. Pourquoi faisais-je ça? Parce que j'aimais Thomas, d'un amour qui me rongeait les os. Et parce que, au fond, je me sentais coupable. Coupable d'un secret que je portais comme un boulet depuis notre rencontre. Thomas et moi nous étions connus à une vernissage au Louvre, lui admirant les sculptures, moi vendant des huiles abstraites à des collectionneurs japonais. Il m'avait dragué avec une maladresse charmante, et j'avais succombé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà un passé, un enfant, perdu dans un accident de voiture quand j'avais 25 ans. L'enfant de mon ex, un sculpteur volage qui m'avait quitté pour une muse plus jeune. J'avais tout sacrifié pour cet enfant, ma carrière naissante, mes rêves, et quand il était parti, emporté par une nuit pluvieuse sur l'autoroute A6, j'avais juré de ne plus jamais attacher mon cœur à quiconque. Sauf que Thomas avait tout changé. Et pour le protéger de mon ombre, j'avais menti, pas d'enfant, pas de deuil. Juste Élise la galeriste libre et insouciante. Marguerite, elle, flairait le mensonge comme un chien de chasse. Tu n'es pas faite pour ma famille. Me soufflait-elle lors de nos tête-à-tête forcés dans son salon aux meubles Louis XV. Elle me forçait à éplucher des pommes de terre pendant qu'elle tricotait, ses aiguilles cliquetant comme des menottes. Regarde-toi.
Élise. Avec tes ongles manucurés. Qui va nettoyer cette maison si tu ne le fais pas? Je serrai les dents, pensant au relevé bancaire que je falsifiais subtilement via un virement offshore. 5 000 €, l'hypothèque, les impôts fonciers, les factures d'électricité qu'elle laissait gonfler par négligence. Sans moi, elle serait à la rue, vendant ses bibelots au marché aux puces de Saint-Ouen. Les premiers signes de sa haine s'étaient mués en poison verbal il y a 1 an. Thomas était parti pour un chantier à Lyon. 3 mois d'absence. Et Marguerite avait investi la maison comme un général conquérant. Elle réorganisait mes placards, jetait mes livres d'art décadents et me réveillait à l'aube pour aider aux corvées. J'avais tenu 2 semaines avant de craquer. Je ne suis pas votre bonne Marguerite, lui avais-je lancé un soir, après qu'elle eut critiqué mon rôti, un rôti que j'avais acheté chez Fauchon pour la faire plaisir. Elle avait ri. Un rire qui glaçait le sang. Non, tu es pire. Tu es une sangsue qui pompe mon fils sans rien donner en retour. Ce soir-là, j'avais fouillé son bureau, par curiosité malsaine. Et là, le premier fil de la toile s'était dénoué. Dans un tiroir fermé à clé que j'avais crocheté avec un trombone. Un tour appris dans mon adolescence rebelle, j'avais trouvé des lettres. Des lettres d'amour. Jaunies. Adressées à un certain Henri Duval. Duval, mon nom de jeune fille. Henri Duval était mon père. Un homme que je n'avais pas vu depuis mes 10 ans, quand il avait abandonné ma mère pour une vie de bohème en Provence. Mais ces lettres. Elles étaient signées « Ta Marguerite adorée ». Ma belle-mère avait été la maîtresse de mon père. Pendant des années. Pendant que ma mère agonisait d'un cancer non diagnostiqué, Marguerite et lui se payaient des week-ends volés à Deauville. Le choc m'avait plié en deux, vomissant dans l'évier de sa cuisine impeccable. Phénix naissant de mes cendres. J'avais alors décidé de creuser. Qui était vraiment Marguerite Laurent, pas la veuve déplorée qu'elle prétendait être? Son mari, le banquier, n'était mort que sur le papier, un divorce discret, une émigration au Brésil avec une nouvelle épouse, laissant Marguerite seule avec la maison et les dettes. Et ces 5 000 €, ils servaient à racheter le silence d'un notaire véreux qui menaçait de révéler l'affaire. J'étais piégé dans son mensonge, payant pour ses péchés passés. Les mois suivants furent un lent supplice. Thomas rentra de Lyon, aveugle à la tension qui crépitait entre nous comme un orage d'été. Marguerite redoubla d'acharnement. Elle oubliait mes anniversaires. Glissait des remarques sur mon infertilité supposée devant des invités. Certaines femmes ne sont pas faites pour la maternité. N'est-ce pas, Élise? Je souriais, les ongles enfoncés dans mes paumes, et continuais les virements. Mais la graine de la revanche germait. J'embauchai un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Raoul, qui fouilla les archives comme un rat dans un grenier. Raoul me livra son premier rapport un soir de pluie, dans un café anonyme de Belleville. Votre belle-mère n'est pas nette. Madame Duval. Elle a un frère, un certain Paul Laurent, condamné pour escroquerie en 2005. Il purge une peine à Fleury-Mérogis, mais elle lui rend visite tous les mois. Et devinez quoi? Vos 5 000 €, une partie atterrit sur un compte au nom de Paul. Pour frais légaux, point. Mon cœur se serra. Paul, le frère escroc. Et moi, la belle-fille idiote, qui payait pour sa liberté future. Je confrontai Marguerite ce soir-là, seule dans la maison. Thomas était à un dîner professionnel. Pourquoi me haïssez-vous tant? Marguerite, à cause de lui, de mon père. Elle blêmit, puis rit. Un rire hystérique. Ton père? Il m'a trahi. Élise. Il m'a laissé avec rien, après m'avoir promis le monde. Et toi? Tu es sa copie, égoïste, paresseuse. Elle nia les virements.
Bien sûr. Mais ses yeux trahissaient la peur. Si Thomas l'apprend, il te détestera. C'était sa première menace voilée. Je sortis dans la nuit parisienne. L'air chargé d'odeurs de châtaignes grillées et de désespoir. Pour la première fois, je me sentis puissante. Pas parce que j'étais riche, oh non. Ma galerie n'était qu'une façade pour l'héritage de mon père. Un pactole caché en Suisse depuis sa disparition. Non. Puissante parce que je voyais clair. Marguerite n'était pas une victime, mais une araignée au centre de sa toile. Et j'allais la démêler, fil par fil. Le lendemain, je versai les 5000 € comme d'habitude, mais avec un mot joint. Anonyme, pour Paul. Dis-lui que je sais. Sa réponse arriva par SMS. Tremblante, arrête ça. Élise. Tu ne sais rien. Mais je savais tout. Et bientôt, le monde le saurait aussi. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile d'araignée sous tension. Chaque fil vibrant d'une menace invisible. Je continuais ma routine. Matin au Louvre pour des rendez-vous avec des mécènes. Après-midi à la Galerie du Marais où je vendais des monnaies apocryphes à des Russes bedonnants. Thomas, inconscient du gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds, rentrait tard, m'embrassant avec cette tendresse qui me brisait le cœur. Maman dit que tu ne fais rien à la maison, murmurait-il parfois, mi-amusé, mi-sérieux. Je riais, le repoussant vers la chambre. Dis-lui que je paie pour son silence. Alors. Mais le silence, justement, se fissurait. Raoul, mon détective, m'envoya un dossier par mail crypté, photo floue de Marguerite entrant dans la prison de Fleury-Mérogis. Un sac Louis Vuitton à l'épaule. Et des enregistrements de visite. Paul Laurent, le frère, n'était pas un simple escroc. Il avait monté une arnaque à la TVA sur des œuvres d'art, ironie du sort, et Marguerite avait servi de prête-nom. Elle a falsifié des factures pour 200 000 €. Expliquait Raoul dans son rapport. Et votre père? Il était impliqué. Il a fourni les faux tableaux. C'est pour ça qu'il a disparu, pour éviter la tôle. Mon père. L'homme que j'avais idéalisé dans mes souvenirs d'enfance. Avec ses récits de voyage en Italie et ses mains tachées de peinture. Il avait trahi ma mère. Oui. Mais avec Marguerite? Et maintenant? Elle me faisait payer. À moi. Sa fille illégitime dans cette danse macabre. J'appelai Raoul. Creuser plus profond. Trouver où est mon père. Il hésita. Ça pourrait réveiller des fantômes. Madame. Et des flics. Je n'écoutais pas. La revanche n'attend pas la prudence. Je commençais à distiller le poison, pas littéral. Pas encore. D'abord. Des allusions. Lors d'un dîner familial. Je laissai traîner un magazine sur les escroqueries artistiques. Ouvert à une page sur les faux monnaies. Marguerite le vit. Ses lèvres se pinçant comme un étau. Intéressant. N'est-ce pas? Élise, ces gens qui volent l'héritage culturel. Je souris. Oui. Maman. Certains héritent de dettes. D'autres de secrets. Thomas remarqua la tension. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Demanda-t-il un soir. Alors que nous marchions le long des quais. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau. Je faillis tout lui dire. Les lettres. Les virements. La trahison. Mais au lieu de ça, je mentis encore. Rien. Chérie. Juste des corvées mal comprises. Il me serra contre lui. Et je sentis les larmes monter. Combien de temps encore avant que tout s'effondre? La première fissure majeure survint 2 semaines plus tard. Paul Laurent fut libéré sur parole, grâce à mes 5000 €, qui avaient graissé les rois judiciaires via un avocat véreux. Raoul me le confirma, il est dehors. Et il loge chez votre belle-mère. Je me rendis à l'hôtel particulier ce soir-là. Sous prétexte d'un dîner. Paul était là. Un homme voûté d'une 50aine d'années.
avec les yeux fuyants de Marguerite et une barbe grise mal taillée. La belle fille. Grogna-t-il en me serrant la main. Trop fort. Marguerite nous observa. Tendue comme un arc. Le dîner fut un champ de mine. Paul parla de sa réinsertion. De ses projets de galerie d'antiquités, un euphémisme pour de nouvelles arnaques. J'ai toujours eu un œil pour l'art. Comme ton père. Lança-t-il à Marguerite. Qui rougit. Je saisis l'occasion. Mon père, Henri Duval, il collectionnait les secrets. Paraît-il. Paul se figea. Son verre de Bordeaux suspendu. Où as-tu entendu ça? Petite. Marguerite intervint. Voix aiguë. Ignore-la. Paul. Elle invente des histoires pour se distraire de ses inactivités. Je quittai la table, prétextant un mal de tête, et montai à l'étage fouiller la chambre d'amis où logeait Paul. Là, dans une valise ouverte, je trouvai un carnet, des notes sur des ventes illégales, des noms de collectionneurs, et une adresse à Nice. Mon père vivait là, sous un faux nom, avec l'argent de leurs escroqueries. Le choc me fit chanceler. Il n'était pas mort, pas parti. Il se cachait, attendant que la tempête passe. Cette nuit-là, seul dans mon appartement du Marais, je pleurais pour la première fois depuis la mort de mon enfant. Tout se connectait. Marguerite haïssait mon manque de corvée, parce que je lui rappelais ma mère. La rivale qu'elle avait vaincue en séduisant Henri. Et moi, en payant ses dettes, je perpétuais le cycle. Il était temps de briser la chaîne. Le lendemain, j'arrêtai les virements. Plus 1 centime. Et j'envoyai un colis à Marguerite, les lettres d'amour. Photocopiées. Avec une note, pour Thomas. Avec tout mon amour. Elle appela. Hystérique. Tu vas détruire ma famille. Élise. Retire ça. Je répondis calmement, comme vous avez détruit la mienne. C'était le début de la fin. Ou du mien. Je ne savais pas encore. Thomas rentra plus tôt ce soir-là. Pâle comme un linceul. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il, brandissant les lettres. Je feignis la surprise. Je les ai trouvées en rangeant. Je suis désolé. Il s'effondra sur le canapé, tête dans les mains. Maman, avec ton père? C'est impossible. Mais ce n'était pas impossible. C'était la vérité, nue et tranchante. Marguerite surgit 1 heure plus tard. Paul sur ses talons. La confrontation fut explosive. C'est elle qui ment. Élise est une menteuse. Une voleuse de secrets, hurla-t-elle, pointant un doigt accusateur. Paul, plus rusé, tenta la conciliation. Allons, calmons-nous. C'est du passé. Mais Thomas, brisé, exigea des explications. Marguerite craqua, avouant tout, l'adultère, les escroqueries, la libération de Paul financée par moi, elle payait, Élise. Thomas se tourna vers moi. Yeux écarquillés. Je pris une profonde inspiration. Oui. 5 000 € par mois. Pour vous sauver. Pour nous sauver. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite me fusilla du regard. Traîtresse. Mais c'était elle. La traîtresse. Et maintenant, la revanche passait à la vitesse supérieure. La maison familiale devint un théâtre d'ombre, où chaque regard était une lame, chaque mot un poison distillé. Thomas errait comme un fantôme, alternant entre déni et rage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» me demanda-t-il une nuit, alors que la pluie martelait les vitraux du salon. Je m'assis près de lui, ma main sur la sienne, parce que je t'aimais. Et parce que ta mère. Elle m'avait supplié. Mensonge pieux. En vérité, je voulais la voir ramper.
Voir son empire de mensonges s'effriter brique par brique. Marguerite contre-attaqua avec la férocité d'un animal acculé. Le lendemain, elle fit irruption à la galerie, flanquée de Paul. Son frère comme un garde du corps mal dégrossi. « Ferme ça. Élise, tu vas tout avouer à la police pour ces faux tableaux. » siffla-t-elle. Assez bas pour que les clients n'entendent pas. Paul ricana. « Ton père nous doit encore 50 000 €. Paix. Où on balance tout. » Je souris. Sereine derrière mon comptoir de verre. Allez-y. Balancez. Mais sachez que j'ai déjà tout enregistré. Raoul avait installé des micros dans la maison. Des caméras discrètes. Chaque visite de Paul. Chaque appel à l'avocat. Capturé pour l'éternité. Elle partit. Vaincue pour l'instant. Mais je savais que ce n'était qu'une accalmie. Thomas. Lui. Sombrait. Il annula des contrats. But du whisky pur comme de l'eau. Et me reprochait mon silence. Tu as payé pour ces crimes? Pour mon oncle? Tu m'as fait passer pour un idiot. Je ne me défendais pas. Laissez-le bouillir. Pensais-je. La trahison forge les armes les plus aiguisées. C'est alors que le passé ressurgit. Sous la forme d'une lettre postée de Nice. L'écriture tremblante de mon père, ma fille. Pardonne-moi. Marguerite m'a tout pris. Mais je t'ai toujours aimé. Viens me voir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Je réservais un billet TGV pour le lendemain, laissant Thomas endormi sous sédatif. Le voyage fut un tourbillon, paysage flou de la Provence. Vignes rougissantes comme des plaies ouvertes. À Nice, je louai une Fiat cabriolet et roulai vers Èze. Ce village perché où les milliardaires se cachent des impôts. Henri Duval vivait dans une villa modeste, masquée par des bougainvilliers écarlates. Il m'accueillit sur le seuil. Vieilli, voûté, mais avec mes yeux, ces yeux qui percent les âmes. Élise. Ma petite. Nous parlâmes des heures, de ma mère. Morte seule parce qu'il l'avait abandonnée, de Marguerite. Sa folle passion qui l'avait entraînée dans l'escroquerie, de l'enfant que j'avais perdu, qu'il n'avait jamais connu. J'ai tout gâché, avoua-t-il, des larmes coulant sur ses joues burinées. Mais j'ai mis de côté pour toi. Un compte en Suisse. 2 millions. À toi. Je repartis le cœur en miettes. Mais armé. Pas d'argent, je n'en voulais pas. Souillé de leur pourriture. Non. Une preuve, un enregistrement audio où Henri confessait tout. Y compris le rôle de Marguerite dans la mort indirecte de ma mère. Elle a retardé le diagnostic. Élise. Pour que je sois libre. Cancer non diagnostiqué. Ma mère avait supplié Marguerite, voisine de l'époque, de l'emmener chez le médecin. Elle avait promis. Et menti. De retour à Paris, je confrontai Thomas avec l'enregistrement. Il l'écouta. Blême. Puis vomit dans la salle de bain. C'est monstrueux. Pour la première fois. Il me crut. Me serra contre lui. Pardonne-moi de douter. Nous décidâmes d'agir ensemble, porter plainte contre Paul pour les escroqueries récentes. Et contre Marguerite pour complicité. Mais elle devança notre coup. Une semaine plus tard, la police débarqua à la galerie. Madame Duval, vous êtes accusée de blanchiment d'argent. Via des virements à un compte suspect. Mon cœur s'arrêta. Marguerite avait retourné la situation. Elle avait dénoncé mes 5 000 € comme des fonds illicites. Issus de la galerie, en réalité. Propres. Mais elle avait falsifié des documents pour les lier à l'arnaque de Paul. J'étais piégé. Gisant pour ses péchés. Comme ma mère avant moi. La garde à vue fut un enfer. Cellule froide de la PJ du 36. Interrogatoires interminables. Pourquoi verser autant à Madame Laurent? Demanda l'inspecteur. Un gaillard bourru nommé Leclerc. Je gardai le silence.
Protégeant Thomas. Libéré sous caution, payé par Raoul. Je rentrais brisé. Marguerite m'attendait sur le trottoir. Un sourire victorieux. Tu vois. Élise, tu n'es rien sans moi. Retire ta plainte. Ou Thomas paie pour tout. C'était le moment. La trahison profonde. Celle qui scelle les destins. J'acceptais. Feignant la soumission. Mais intérieurement. Le plan se dessinait, une revanche qui diviserait le monde. Paul. Marguerite. Henri, tous impliqués. Et moi. Au centre. La main invisible qui tirait les ficelles. Le procès de Paul fut un cirque médiatique. Un de ces scandales parisiens qui font les choux gras de Closer et du Figaro. Accusé d'escroquerie aggravée. Il se défendit avec l'habileté d'un serpent. Ma sœur est innocente. C'est cette garce d'Élise qui a tout orchestré pour l'argent de la famille. Les flashs crépitaient dans la salle du palais de justice de l'île de la Cité, où l'humidité suintait des murs comme des larmes refoulées. Thomas, à mes côtés, serrait ma main jusqu'à l'hématome. On va gagner, murmurait-il. Mais au fond, je savais, c'était ma guerre, pas la sienne. Marguerite témoigna en premier. Une veuve éplorée en tailleur noir. Ses perles comme un bouclier. Mon frère est un homme bon. Victime d'une machination. Ma belle-fille. Elle est notre famille depuis le début. Les jurés hochèrent la tête. Ces bourgeois du 16e qui haïssent les intruses comme moi. Puis ce fut mon tour. Je montai à la barre. Le cœur battant. Et lâchai la bombe, l'enregistrement d'Henri. Écoutez. Elle a tué ma mère par négligence. Et elle m'a fait payer pour ça. 5 000 € par mois. Pour couvrir ses crimes. La salle explosa. Cris. Stupeur. Le juge tapant du marteau comme un forgeron. Paul blêmit. Marguerite hurla. Mensonge. C'est du chantage. Mais les preuves s'accumulaient. Relevé bancaire. Témoignage de Raoul. Même une confession écrite d'Henri. Envoyée par courrier certifié. Le twist, Henri n'était pas en fuite. Il était mort. D'un cancer fulgurant. 2 mois plus tôt. Sa lettre était un adieu. Et son legs, non pas de l'argent, mais la vérité. Utilise-la pour te venger. Avait-il écrit? Le jury délibéra 3 jours. Verdict, Paul coupable. 10 ans de prison ferme. Marguerite. Inculpée pour complicité. Placée en détention provisoire. Thomas s'effondra en pleurs sur l'escalier du palais. C'est fini. Tout est fini. Mais pour moi, c'était le climax. La revanche n'était pas dans la condamnation, elle était dans le chaos qu'elle semait. Les médias me portaient au nu, la belle-fille vengeresse, titrait Libération. D'autres me maudissaient, une manipulatrice qui brise des familles. Sur les forums de droite. J'étais divisé l'opinion. Comme un roman de Zola, héroïne ou monstre. Libérée. Marguerite tenta le suicide ou le feignit. On ne saura jamais. À l'hôpital Cochin. Elle m'appela. Viens me voir. Élise. Je veux en finir. Je vins. Seul. Dans la chambre au néon blafard. Elle était pâle. Tubulure au bras. Mais ses yeux brûlaient encore. Tu as gagné. Mais à quel prix? Thomas te quittera. Il sait maintenant pour ton enfant. Comment? J'avais tout caché. Elle rit faiblement. Ton père m'a dit. Avant de mourir. Tu as perdu un bébé. Et tu mens à mon fils depuis le début. Le choc me cloua sur place. Elle avait retourné le couteau, en révélant mon secret. Elle me faisait porter le poids de ma propre trahison. Thomas l'apprit le soir même. Par un appel anonyme, le sien. Bien sûr. Pourquoi? Élise, pourquoi me cacher ça? Hurla-t-il au téléphone. Je sanglotai, pour te protéger.
comme j'ai payé pour protéger ta mère. » Il raccrocha. Et la nuit fut un abîme. Les jours suivants, la tension culmina. Thomas me quitta. Temporairement. Logeant chez un ami à Bastille. « J'ai besoin de temps. » dit-il. Valise en main. Marguerite, sortie sous caution, revint à la charge. Elle engagea un avocat pour contester le verdict, alléguant que j'avais fabriqué les preuves. Paul, de sa cellule, envoya des menaces. « On te fera payer. Salope. » Et moi, j'étais au bord du gouffre. Mais la rage me tenait debout. C'est alors que je décidai du coup final, une lettre ouverte au monde, signée de mon nom. Ma belle-mère m'a haï pour mon inaction, ignorant que je payais sa vie. Mais la vraie dette est celle des secrets familiaux qui tuent. Je détaillais tout, l'adultère, l'escroquerie, la mort de ma mère, mon deuil caché. Le papier fit scandale, pétition pour ma relaxe, manifestation de féministes devant le tribunal, contre-manif d'associations familiales me traitant de « destructrice de foyer ». J'étais le centre d'une tempête. Et ça me grisait autant que ça me terrifiait. Thomas revint. Un soir de brume sur la Seine. « Je ne sais plus qui tu es. » murmura-t-il. « La femme que j'aime. Ou la vengeresse. » Je ne répondis pas. Au lieu de ça, je lui tendis une enveloppe, les titres de propriété de la maison familiale, rachetés avec l'héritage d'Henri. « C'est à toi. Libre. » Il pleura. Et nous fîmes l'amour cette nuit-là. Un adieu ou un recommencement. Je l'ignorais. Mais Marguerite n'avait pas dit son dernier mot. De sa cellule, elle orchestra un dernier twist, une fausse confession. Signée Élise. Avouant avoir empoisonné le thé familial pour accélérer la revanche. Ridicule. Mais suffisant pour ouvrir l'enquête. La police me convoqua à nouveau. Et cette fois, les preuves étaient ambiguës. Un flacon de somnifère dans ma salle de bain. Mal placé. L'interrogatoire fut un cauchemar éveillé. Leclerc me fixant comme si j'étais Lady Macbeth réincarnée. Le flacon. Madame Duval. Et cette confession envoyée par mail depuis votre IP. Je niais. Bien sûr. Mais la sueur perlait sur mon front. Raoul confirma. C'est elle. Marguerite a piraté votre routeur via un gamin de quartier. Mais les flics n'écoutaient pas. Ils voyaient en moi la coupable idéale. La belle-fille rancunière qui avait tout fait basculer. Thomas vint me voir en cellule. Séparé par une vitre froide. « Dis-moi la vérité. Élise. As-tu » Ses yeux imploraient. Je posai ma main sur la vitre. Non. Mais si je l'avais fait, ce serait justice. Il s'éloigna. Brisé. Et je sentis le monde s'effondrer. La presse en rajoutait. De la revanche au crime, l'affaire Laurent Duval. J'étais jugé par l'opinion avant le tribunal. Divisant la France en deux camps, ceux qui me voyaient comme une victime vengeresse, et ceux qui hurlaient au scandale moral. Le twist final vint d'une source inattendue, Paul. De Fleury-Mérogis. Il envoya une lettre au juge, confessant tout. Ma sœur m'a forcé. Elle a fabriqué la confession d'Élise pour se venger d'avoir tout perdu. Preuve à l'appui, des mails interceptés. Des transferts bancaires de Marguerite vers un hacker. Le flacon, placé par elle lors d'une visite réconciliatrice. Le verdict tomba, non-lieu pour moi. Et inculpation aggravée pour Marguerite, tentative de meurtre sur fausse accusation. Libéré. Je sortis sous un ciel de plomb. Thomas m'attendant sur le trottoir. « Reviens-moi » murmura-t-il. Mais je secouai la tête. Non. J'ai besoin de guérir. La fin était bitragique. Marguerite condamnée à perpétuité. Paul renvoyé en tôle. Henri mort dans l'ombre. Et moi, libre. Mais seul.
avec le fantôme de mon enfant et les cicatrices de la revanche. Paris m'avala à nouveau. Ses lumières moqueuses. J'ouvris une nouvelle galerie. À Montmartre cette fois. Vendant des toiles sombres. Des vengeances peintes. Thomas m'écrivit des mois plus tard, « Je t'aime encore. Mais tu m'as changé. » Je souris. Amer. La revanche avait gagné. Mais à quel prix? Les lecteurs, vous jugerez, héroïne ou parricide morale. Pour moi, c'était survie. Et dans cette ville d'illusions, c'est déjà beaucoup. Des années après, je verse encore. Mais à moi-même, 5 000 € par mois pour une vie sans chaîne. Et Marguerite, elle pourrit en cellule, hantée par mes corvées invisibles. Fin.